L'Isère, c'est aussi le pays du Grésivaudan, avec ses terres escarpées et ses gorges profondes, où circulent de nombreux torrents et rivières. Des frontières naturelles au Moyen-Âge, entre Royaume de France et Duché de Savoie. Les eaux du département, justement, Magali les connaît bien. Quand elle n'admire pas un coucher de soleil, elle scrute le fond des cours d'eau ou les profondeurs des lacs d'altitude. Magali est plongeuse et c'est donc tout naturellement près de l'eau qu'elle va retrouver Stéphanie pour découvrir Pont-en-Royans, une ravissante bourgade célèbre pour ses étranges maisons suspendues. Mais quelle idée d'avoir construit ces maisons à flanc de falaise comme ça. Tu imagines le travail de ces ouvriers. À l'époque, au XVIe siècle, ils sont venus travailler ici le bois dans les forêts du Vercors et ils ont construit ici pour développer le transport du bois grâce à la flottaison qui se faisait directement au pied de la bourne. C'est à grand renfort de poutrelles de bois que ces constructions s'avancent ainsi, ancrées dans la falaise et surplombant la rivière. Une solution astucieuse pour faire face au manque de place. Les villageois, ils pêchaient directement depuis les balcons. Mais il y avait aussi une deuxième utilité. Tu aperçois les cabanons entre les balcons? Eh bien, ce sont les anciennes toilettes. Des toilettes? Ah oui, je veux bien voir ça. Allez. Ces étonnants cabanons d'aisance n'ont cependant pas empêché les artisans d'utiliser la force motrice de la rivière pour travailler la laine ou la soie. Entre le bois et les draps, Pont-en-Royans est devenu une véritable place forte pour le commerce entre l'Isère et la Provence. Ici, avant, c'était très animé. Il y avait plein de petites boutiques, des petites échoppes. On y vendait la laine, on y vendait les planches, on y vendait le vin. Ah, j'aperçois une poulie là-haut. À quoi elle servait? Elle servait à monter les charges lourdes et notamment les gros sacs de noix qu'on entreposait une bonne partie de l'hiver après la récolte. On devine le petit clocher. La tour de l'horloge, plus exactement, Magali. La tour de l'horloge. Regarde-moi ça comme c'est beau. En fait, Stéphanie, c'était l'ancienne porte d'entrée du village, ça. Exactement. C'est l'axe principal où on faisait payer ici une taxe sur les bêtes et sur les hommes. La poutagne. La poutagne. Aujourd'hui, pas de taxe pour profiter de ce bourg situé aux portes du Vercors. Pas de taxe non plus pour se rendre à Saint-Antoine-l'Abbaye, le saint des saints de la taille de pierre. Mais juste un petit cadeau. Magali a emporté avec elle quelques noix de son jardin. Elle veut nous présenter un monument de l'artisanat français. C'est dans une annexe de l'édifice religieux que cet artiste, connu partout dans le monde pour rénover ou réparer les pierres usées par le temps, a décidé d'installer son atelier. Christophe, j'étais sûre que j'allais te trouver ici. Je t'en prie. Bienvenue dans mon atelier. Mais merci. Un petit cadeau de chez moi. Ah, ça, c'est gentil, ça. Puis moi, j'ai l'outil. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Là, j'étais en train de tailler un blason médiéval. C'est une sirène à deux queues. C'était le blason qu'utilisaient les alchimistes au Moyen-Âge. Super, c'est magnifique. Est-ce que tu as envie d'essayer? Moi? Oui. Tu penses que je serais capable de faire ça? Ah, j'en suis sûr. Un véritable défi pour Magali, surtout si l'on observe de près le travail de Christophe. Qu'il s'agisse de reproduction ou de création moderne, il n'est jamais en manque d'inspiration pour donner vie à la pierre. On ne sait pas où donner de la tête, il y en a de partout et tout est aussi beau. Pour tenter de faire aussi bien et se transformer en talentueuse tailleuse de pierre, Magali doit tout d'abord se munir des meilleurs outils. Alors, le premier, la broche, donc c'est une pointe. Merci. Le deuxième, la gradine, qui est le plus polyvalent. Et enfin, le ciseau, qui va te permettre d'affiner. Avec ça, tu peux faire une abbaye. Une abbaye? Une abbaye, oui. Il te manque plus que le maillet. Et en plus, ça va faire plaisir parce que celui-ci, il est fait avec du buis qui vient de Presles. De chez moi. De chez toi. Super. C'est magnifique. Mais dis-moi, combien d'outils tu as là? Il y en a des centaines. Oui, là, j'en ai à peu près 200. Des outils qu'utilisaient déjà les bâtisseurs de cathédrales il y a 800 ans et qui ont sûrement servi à la construction de cette abbaye et de son annexe. Mais avant d'envisager un tel chef-d'œuvre, il est temps pour Magali de commencer par le commencement. Alors, je t'ai préparé un chantier. Un chantier? Un chantier, oui, c'est le nom de ton poste de travail donc sur lequel il y a ta pierre.
D'accord. Alors là, ça c'est de la roche, c'est ce qu'on appelle une pierre calcaire. Là, je te l'ai pris tendre, pour être sympa avec toi. Mais pour te donner un ordre d'idée, au niveau de la densité, ça c'est une roche tendre, elle a à peu près 60 millions d'années. Par contre, ici, sur cette pierre qui est ancienne, là on a à peu près 100 millions d'années supplémentaires. Alors, si je comprends bien, la différence de dureté de la pierre, c'est son Entre âge. autres le nombre d'années, et puis après, les matériaux qui sont dedans. Si on avait un microscope, on verrait des morceaux d'oursin, des huîtres, des choses comme ça. D'accord. Ça c'est toi dans 60 millions d'années. Moi, dans 60 millions d'années. Oui. Le temps probable de sédimentation, mais personne ne sera là pour vérifier. Allons-y, J'ai hâte, mais je me sens un peu gauche quand même. Hein. t'en fais pas. Donc tu poses l'outil directement sur la pierre, tu regardes uniquement ce que tu veux faire, tu donnes un coup, tu ressoulèves, tu le repositionnes où toi tu veux. C'est très important que ça soit toi la patronne de l'outil. D'accord. À toi de jouer. Ouh, c'est trop bien. Donc je positionne, je tape, je ressoulève, je Et tu retape. regardes uniquement ce que tu veux faire. Ça fait un peu comme des notes de musique. C'est ça, c'est exactement ça. Tu vas jouer sur l'ombre, lumière, comme silence et note, silence et note. J'adore. Je me régale, Christophe. Tant mieux. Emportée par cette douce musique, Magali pourrait bien se prendre au jeu et envisager de construire avec Christophe une incroyable abbaye. En attendant la réalisation de cette œuvre imaginaire, allons visiter la demeure bien réelle cette fois d'une grande famille de la région. Le château du Touvet est une pépite adossée au massif de la Chartreuse. Mais pour Magali, c'est surtout l'endroit idéal pour réaliser un rêve de petite fille. La première sensation que je rentre dans ce vestibule, Isabelle, c'est vraiment une sensation de puissance. Vous avez raison, Magali. Ce sentiment de puissance, c'est le sentiment voulu par mon ancêtre Pierre de Marcieux. Il est lieutenant général, commandant en chef du Dauphiné, qui est une grande province, et il souhaite impressionner ses visiteurs. Et si l'on en croit la réaction de Magali, le but est atteint. Ce gouverneur de Grenoble a transformé ce château fort en une élégante demeure de plaisance. Les meurtrières ont fait place à de larges fenêtres, laissant pénétrer la lumière dans toutes les pièces. Alors, notre fameux commandant en chef, Pierre de Marcieux, venez découvrir le salon de musique. Donc cette grande pièce était destinée à l'art, la littérature et à la musique. Et exactement, vous savez, au XVIIIe siècle, les distractions sont rares. Pierre de Marcieux en a bien conscience. Et pour s'imposer à la noblesse dauphinoise, il décide de frapper un grand coup. Yves taillé au cordeau, parterre à la française, jardin en terrasse et cascade imposante, tout y est. Il va asseoir sa renommée et créer un exceptionnel jardin digne de la cour d'un roi. On se croirait complètement à Versailles ici. Oui, je pense que le comte Pierre de Marcieux, au milieu du XVIIIe siècle, a cherché effectivement à avoir son petit Versailles en Dauphiné. Et ce fin stratège, ce militaire amoureux des lettres et des sciences, a pensé à tout. D'où vient l'eau? Elle vient d'un torrent de montagne en haut de l'escalier d'eau et l'eau chemine sur les marches de l'escalier d'eau C'est merveilleux. et puis va se reposer dans les bassins, terminer sa course dans les douves et rejoindre l'Isère, tout naturellement. Avec cet escalier d'eau, dit à l'italienne, Pierre de Marcieux a créé un véritable orgue aquatique qui sublime et enchante le jardin. Il y a un côté très apaisant de ce côté-là. Oui, très, très frais, très agréable. Magali est déjà sous le charme quand la châtelaine lui annonce encore une surprise. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une clé des fontaines. Oh, super, je peux l'actionner? Waouh, ça peut aller haut? Vous voyez comme c'est magique. C'est magique. On a l'impression que ça a envie d'aller toucher le ciel. Exactement. On peut en ouvrir d'autres? Bien sûr, il y en a 3 autres. Allez-y. Alors là, j'ai l'impression de vivre un conte de fées. C'est merveilleux.
C'est donc avec des étoiles plein les yeux que Magali va quitter ce château de rêve. Pour se remettre de ses émotions, elle retrouve Christine, restauratrice à Saint-Marcellin. J'ai un petit cadeau pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Un tablier? Un tablier? Ouais. On va faire un petit peu de cuisine. Ah, je viens pas juste manger. Non. Sur les hauteurs de la ville, la chef a imaginé un lieu entièrement dédié au plaisir de la dégustation. C'est dans ce château du XVIe siècle, surnommé la Tivolière, que Christine allie avec délice, tradition et innovation. Mais je vois que t'as tout préparé déjà. Oui, j'ai un petit peu avancé, ouais. On a donc des carottes, oignons, échalotes, céleri, une tomate. Ça, Des écrevisses. tu connais. Et du poulet. Et du poulet. Donc, on va faire le fameux poulet aux écrevisses, spécialité dauphinoise et spécialité de ma grand-mère. Tout à fait. Et l'on est même tenté de dire curiosité locale. Dans le mariage de l'écrevisse et du poulet ressemble plus à un titre d'une fable de La Fontaine qu'à l'intitulé d'une recette de cuisine. Alors, la légende nous dit que Napoléon, à la bataille de Marengo, ayant gagné la bataille, a eu faim. Il a demandé à son cuisinier du nom de lui faire à manger. Il n'avait rien, donc il a fait avec les moyens du bord des écrevisses, du poulet et des tomates. Ça, c'est la légende. La véritable histoire n'a rien d'impérial. Madame Kaya, une amie restauratrice des grands-parents de Christine, doit un jour faire dîner des clients de dernière heure. N'ayant pas de réfrigérateur à l'époque, la quantité de poulet ou d'écrevisses qui lui reste est insuffisante pour faire un plat unique à tout le monde. Elle décide alors de mélanger les deux ingrédients. C'est bien cette recette traditionnelle que Christine va revisiter. On va les flamber un petit peu. Waouh! Ça rigole pas, Christine, là. Je pense qu'on va se régaler. J'espère. Il est temps maintenant de passer au poulet. Et là, Christine innove. Un petit peu d'épinards, pour que ce soit pas trop Ça, sec. c'est une version très revisitée. Assez revisité. Et voilà. Après 10 minutes passées au four, arrive enfin le moment de la dégustation. C'est fantastique. Et Christine va surprendre Magali avec deux versions du même plat. On goûte? Allez, on goûte. Ça, c'est vraiment la version que faisait ma grand-mère quand j'étais enfant. Parce que c'était un plat qu'on mangeait essentiellement pour les fêtes. J'en ai les larmes aux yeux parce que ça me replonge dans mes souvenirs et c'est magique. Après la version traditionnelle tendance émotion, place à la version revisitée pour le seul plaisir des papilles. J'ai essayé de prendre les mêmes ingrédients. J'ai juste changé la cuisson, les textures. Puis c'est un petit peu plus simple quand même à manger. C'est très bon. Vraiment très très bon. C'est très bon aussi. Je crois que Mamie Manso a de la concurrence. Que ce soit dans l'assiette, dans un recoin d'atelier ou accroché à flanc de montagne, les surprises de ce pays de Chartreuse ne manquent pas, provoquant à chaque fois le même ravissement et un émerveillement sans limite.